Bonjour, merci pour votre présence. Always Wireless, une société spécialisée en conception, développement et qualification de sous-ensembles radio au sein de produits électroniques communicants. Donc notre métier, c'est d'intervenir en fait sur ces sous-ensembles de transmission radio pour des clients qui sont très très majoritairement des bureaux d'études en électronique qui font de l'électronique générale, qui n'ont pas les compétences ni les instruments pour faire de la sorcellerie RF. Voilà notre objectif. Je te laisse prendre place. Ok. Nous allons vous présenter une... alors on va revenir un peu, ça va être beaucoup plus physique que ce qui vous avait été présenté précédemment, mais c'est bien connecté néanmoins. Nous allons vous présenter un show concernant l'intérêt des modulations numériques modernes dans le cadre de milieux de transmission qui sont des milieux difficiles. Les milieux industriels ou, par exemple, l'urbain. La personne précédemment a parlé de transmission en parking. C'est un très bon exemple. D'accord ? Donc l'intérêt, je dirais, des modulations modernes, telles que vous en trouvez, Bluetooth, Wi-Fi, 4, 5G, etc. D'accord ? Et le pourquoi de leur très grand intérêt lorsque les conditions de propagation radio deviennent difficiles. C'est une présentation qui va être ponctuée par des démonstrations. C'est pour ça qu'on a amené un peu d'artillerie. Je dirais que c'est jamais facile de basculer d'un PowerPoint vers ces engins-là. Donc vous nous excuserez d'avance s'il y a quelques ratés. Voilà. J'ai besoin des manettes qui sont là-bas. Ok. Alors, au sommaire, on va juste parler de ce qu'on a appelé un peu stupidement la radio d'avant. C'est-à-dire la radio qu'on faisait, on veut dire, avant que la radio devienne franchement numérique, à travers les standards que j'ai évoqués précédemment. Le pourquoi, la problématique, je dirais, des milieux difficiles, on l'a évoqué, l'industriel, l'urbain, les parkings, par exemple. Okay. Les modulations modernes qui nous sont proposées et qui justement vont bien dans le cadre de ces systèmes de transmission. Bon, en l'occurrence, ça concerne l'étalement de spectre. Et puis ensuite, on va vous faire quelques démonstrations de techniques d'étalement. Alors la radio d'avant. Alors la radio d'avant, c'est quand j'étais petit, mais pas si petit que ça en fait. Voilà. Le principe en fait de ces systèmes radio, ça consistait en fait à transmettre une information dans ce qu'on appelle un canal, c'est-à-dire un domaine spectral, qui en général était relativement étroit. Donc là, vous avez un graphe, un spectre. Donc en horizontal la fréquence, en vertical la puissance, et vous voyez que notre transmission radio, elle est en réalité, on va dire, dans un domaine qui est extrêmement étroit. Donc on met toute l'énergie sur une bande de fréquence extrêmement étroite. Ça a le mérite, je dirais que quelque part, en concentrant l'énergie, on évite de se disperser. Et puis à partir du moment où le spectre il est dans une zone étroite, ça permet de faire des récepteurs qui sont très sensibles. Voilà, donc quelque part d'avoir des portées qui sont intéressantes. Mais, il y a un mais, d'accord ? C'est que mine de rien, là, ce faisant, on a quand même tout concentré, on va dire, à un seul endroit du domaine spectral. Or, dès qu'on commence à rentrer dans des milieux difficiles, la propagation des ondes radio, elle va devenir erratique. C'est-à-dire que les ondes radio vont se refléter sur les murs, les obstacles, les utilisateurs, etc. Et les ondes radio, tout simplement, ça a en fait une formulation qui est similaire à un vecteur, amplitude, phase. Et donc, à partir du moment où vous vous installez en un point, eh bien, les ondes radio à cet endroit-là vont former en fait l'ensemble des ondes que vous collectez dans ce point. Ça va faire une somme vectorielle. Et une somme vectorielle, ça s'appelle une somme vectorielle, mais par moment, ça peut faire une jolie différence. D'accord ? Et nous allons tout de suite vous montrer, nous faire une démonstration sur l'effet des trous de propagation. Alors là, on est sur des fréquences qui sont très très proches du Wi-Fi, d'accord ? Et vous avez juste 10 MHz d'écart entre les deux. Donc cet engin-là, en fait, il envoie des paquets sur deux fréquences différentes, des paquets qui sont cycliques, d'accord ? Et vous remarquerez que c'est un peu la danse, vous voyez, on peut quasiment arriver, vous voyez, à en annuler une, on va dire. Alors c'est très fin, d'accord ? Mais vous remarquerez qu'ici, on n'est pas spécialement, on va dire,
dans un environnement industriel. On va bien y arriver à en annuler une quand même. Et voilà, vous voyez que quelque part, on peut trouver des positions dans lesquelles les propagations sont extrêmement difficiles. Voilà. Et du coup, ben c'est toute la problématique. Vous voyez, là, il reste plus grand monde complètement à gauche, là. Voilà. Et vous avez pu remarquer que c'est très fin, en plus. Donc, quelque part, quand on bouge, ben, vous voyez que ça bouge un peu dans tous les sens. Et on voit tout de suite qu'il y a des endroits où, je dirais, si on concentre notre communication sur l'une ou l'autre des raies, eh ben, tout simplement, on va perdre la com. D'accord ? Voilà. Alors, effectivement, là, bon, j'ai un produit qui est mobile, mais à partir du moment où vous avez un point d'accès qu'il faut installer quelque part, c'est pas vous qui décidez forcément de l'endroit où vous allez devoir l'installer. D'accord ? Et si à cet endroit-là, vous êtes sur une transmission dite bande étroite et que ça passe pas, eh ben, la seule solution, c'est d'arriver à le déplacer. Et donc là, en termes de déploiement d'infrastructure, comprenez bien qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup moins drôle. C'est fini. Ok, c'est pas grave. Vous reviendrez l'année prochaine. Voilà. Ok. Ok. Voilà. C'est moi qui ai la télécommande d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc la problématique, bah, évidemment, vous l'avez compris, ce sont des trous de transmission. Pour vous donner un ordre d'idée, alors si on raisonne de manière extrêmement brutale, lorsque vous êtes dans des fréquences telles que le Wi-Fi, d'accord, vous pouvez avoir à peu près des taux de propagation à peu près tous les 5 cm. Autant vous dire qu'en termes de déploiement, la probabilité que l'une de vos antennes se trouve dedans, elle est grande. Vous allez me dire, c'est pas grave, je vais monter à 5 gigas, je vais passer en Wi-Fi 5 gigas. Et bien là, c'est facile, les trous, c'est tous les 2 cm et demi. Donc, quelque part, vous comprenez bien qu'on ne va pas s'amuser avec la position des antennes, c'est plus possible, on va dire, sur ce type de technologie. Voilà. Donc, quelque part, on va essayer d'éviter de travailler sur une fréquence unique, vous l'avez vu précédemment, à travers notre démonstration. Éviter de concentrer l'énergie dans un canal spectral qui va être très étroit, parce que vous avez vu qu'on peut le perdre. Voilà. Et donc, on va se mettre à travailler de manière très large. Alors, travailler très large quand on est en radio, il y a de ça, on va dire, 40 ans en arrière, on était un hérétique. Hein. D'accord ? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très courant. Pour ça, on va utiliser des techniques qui s'appellent des techniques d'étalement de spectre. C'est-à-dire qu'en clair, la puissance qu'on générait sur une fréquence unique, eh bien, on va se mettre à la générer en fait, sur un domaine extrêmement large. Donc là, vous avez à la représentation, je dirais, une modulation. Voyons, on voit notre canal unique qui se trouve malheureusement dans un trou de propagation, donc qui est complètement écrasé, alors qu'à gauche, vous avez un spectre qui, lui, est modélisé, là, hein, mais qui est très très large. Et donc, il est tellement large qu'en réalité, s'il y a un trou de propagation dedans, vous voyez qu'en fait, on n'en occulte en réalité qu'une petite partie. Voilà. Alors, attention, on en enlève quand même une partie. Il ne faut pas se voiler la face. Mais cela dit, tout n'a pas disparu. Donc on va avoir une perte de performance, par exemple une perte de débit, d'accord ? Mais néanmoins, notre communication, elle va rester valide, alors que dans l'autre cas, elle était perdue. Il y a 3 techniques majeures aujourd'hui qui permettent de faire de l'étalement de spectre. Il y a le saut de fréquence. Le saut de fréquence, c'est-à-dire un système qui va transmettre sur des fréquences différentes, chaque paquet va être transmis sur une fréquence différente. On va vous montrer tout ça après. Ensuite, il y a l'étalement de spectre par séquence directe. Okay, c'est une technique qui permet en fait d'élargir très fortement un spectre. Voilà. Et puis, vous avez le multiplex par division de fréquence. Ça, c'est ce qui est utilisé par 4G, 5G, Wi-Fi, etc. Voilà. Donc, on va balayer un petit peu et on va essayer de vous faire une démonstration, de vous illustrer en fait chacune de ces techniques. Alors, le saut de fréquence. Le saut de fréquence, c'est le principe, en fait, c'est de se dire, vous savez, quand on transmet en radio, on ne transmet pas de manière continue. Vous, quand vous faites du YouTube sur votre téléphone, vous avez l'impression de recevoir la vidéo de manière continue, mais en réalité, ce qui est transmis, c'est une succession de paquets. Hein. On ne transmet pas de longs paquets en radio, parce que tout simplement, il y a un taux d'erreur binaire qui n'est jamais nul. D'accord ? Donc, en fait, on transmet par des paquets successifs. Et bien là, le principe, c'est de se dire, pour étaler, on va dire, ma puissance dans le domaine spectral, je vais transmettre chacun de mes paquets sur des fréquences différentes. Et donc, j'ai une table, ce qu'on appelle une table de saut, et ma radio va sauter, en fait, d'une fréquence à l'autre. Va peut-être sauter d'une fréquence à l'autre. Voilà. Donc on a synthétisé avec le générateur qui est là l'équivalent en fait d'une communication Bluetooth. Voilà. Et vous voyez qu'en réalité,
on a des paquets qui sont transmis. Vous voyez, ça n'arrête pas de changer de fréquence. L'analyseur de spectre, que le disait Jos tout à l'heure, en fait, là, on regarde dans une fenêtre qui fait 80 MHz de large. On est à 2440 MHz. En fait, on est dans la bande Wi-Fi. D'accord ? Donc vous avez l'intégralité de la bande Wi-Fi, et en l'occurrence, ça c'est du Bluetooth. En fait, ça saute sur 40 canaux différents, en fait, au gré des paquets. Alors là, il se trouve qu'on l'a synthétisé de manière à ce que ce soit l'équivalent d'une communication permanente. Bluetooth, on est sur des communications qui sont en réalité beaucoup plus courtes que ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous illustrer, on va faire une mémorisation des maximums du spectre, et vous allez voir qu'effectivement, on couvre bien les 40 canaux. Il y a une petite manip à faire. Voilà, tu nous refais un single et un count. Voilà, vous voyez que... Alors, il entretient les maximums, donc on va vous le relancer. Non, tu l'as. Ça va tellement vite que ça remplit tout. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est la technique qui est utilisée par Bluetooth. C'est très majoritairement Bluetooth qu'utilise. Il y a quelques systèmes militaires qui utilisent ça également. Mais on va dire dans les communications que vous utilisez dans votre quotidien, Bluetooth utilise ça. Alors Bluetooth, c'est même un petit malin parce que dans son système de saut, il est capable également d'éviter le Wi-Fi. C'est-à-dire que Bluetooth sait détecter le Wi-Fi et il sait justement adapter sa table de saut. En fait, il va retirer des canaux dans lesquels il va constater qu'il y a des communications Wi-Fi en cours. Voilà. On va regarder l'autre vue. Vous allez voir, on va vous faire une vue qui est en fait... voilà. Donc là, c'est une vue en 3D. Hein. Donc là, on voit le domaine spectral. Voilà. Et puis si effectivement on tourne, on voit le temporel. Hein, donc on voit les 40 canaux du Wi-Fi en fait, qui en réalité, vous voyez, ça change en fait en permanence sur la base d'une table qui est pseudo-aléatoire. Et donc c'est comme ça que Bluetooth s'en sort. Voilà, donc pour assurer la transmission et assurer et notamment l'évitement avec le Wi-Fi. Pour le Wi-Fi, sachez une chose, on a fait une vidéo dans laquelle on voit Bluetooth qui évite des canaux Wi-Fi. Simplement, elle est un peu longue. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous venez nous voir. On pourra vous envoyer un lien par email. Ça bascule. Voilà. Donc le principe, c'est ça. Typiquement en Bluetooth, on a 40 canaux. Hein, c'est ce que vous avez vu précédemment. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait si on n'arrête pas de sauter de fréquence à partir du moment où on a plusieurs objets? Et bien, tout simplement, ils vont utiliser des tables de saut qui vont être différentes. Et du coup, leurs communications vont en fait s'entrecroiser. D'accord? Forcément, il y a des moments où dans les tables de saut, on n'a que 40 canaux, hein, donc ça veut dire qu'il y a des canaux sur lesquels il va y avoir des collisions. Mais comme on est sur une transmission par paquet qui est sécurisée, si jamais à un instant donné vous avez deux objets qui transmettent un paquet sur la même fréquence, les paquets vont être perdus, ou du moins le paquet de celui qui est le plus faible va être perdu. Et bien, comme de toute façon tout ça c'est acquitté, le paquet va être reproduit, en fait, va être renvoyé, réémis à l'occurrence suivante. Et comme on est sur des tables de saut différentes, eh bien, on sait qu'à l'occurrence suivante, le paquet sera transmis sur une fréquence différente, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne l'entrelacement des systèmes Bluetooth. Pour vous donner un ordre d'idée, en Bluetooth, je dirais forcément la communication la plus contraignante, c'est le streaming audio. Hein, puisque le streaming audio, on est sur un flux continu. Hein, et grossièrement, je dois dire que dans un environnement comme une pièce, on peut arriver à faire fonctionner jusqu'à peu près 4 à 5 Bluetooth simultanément en streaming audio, hein, sans qu'il y ait en réalité de constatation de dégradation en audio due à des pertes de paquets qui seraient intempestifs. Voilà, c'est à peu près la limite en fait en Bluetooth par rapport à l'usage des 40 canaux. Voilà. Donc évidemment, si on a un trou, quelque part, en fait, vous voyez qu'on ampute seulement une partie de la communication. Et donc, on est parfaitement capable d'arriver à transmettre, ce d'autant que, comme je vous l'expliquais, Bluetooth, c'est un petit malin. Si lui s'aperçoit qu'il y a un trou qui est récurrent, en fait, il va éliminer le canal de la table de saut, et pour le coup, on n'aura même plus de diminution de débit liée à des pertes de paquets. Système suivant, je vous préviens, celui-là, il fait un peu mal à la tête. D'accord, c'est l'étalement de spectre à séquence directe. D'accord, c'est une technique qui est utilisée essentiellement par Wi-Fi. Elle est utilisée également par le GPS et puis c'est utilisé aussi par LoRa.
Donc, le principe, en fait, c'est de se dire, notre objectif, c'est d'arriver à occuper, à avoir un encombrement spectral notable qui fait que face à un trou de propagation, eh ben, quelque part, je vais être capable de passer sur les côtés, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour augmenter la largeur d'un spectre lorsqu'on émet en radio? Ben, tout simplement, on augmente le débit. Voilà, on augmente le débit binaire. Simplement, augmenter le débit binaire, c'est bien joli, mais il faut avoir des choses à transmettre. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, là, que le bit utile, 0, 1, en fait, on va le remplacer par une séquence. On va le remplacer par une séquence. Et du coup, un bit va devenir, en fait, une succession de bits. D'accord ? Voilà. Et ce faisant, bah, j'applique en fait quelque part un espèce de facteur multiplicatif en fait sur mon flux binaire. Par exemple, je dirais 1 mégabit qui devienne 20 mégachips. On va vous le montrer ensuite. Et donc, ce faisant, bah, je vais artificiellement augmenter ma vitesse de transmission. Et vous allez voir, on va vous le montrer juste après. Ça a pour effet d'élargir en fait le spectre. Donc, en dessous, quelques standards. Hein. En Wi-Fi, on est sur des séquences de 11, c'est-à-dire que un bit logique est en fait l'équivalent de ce qu'on appelle un chip. Enfin, on a 11 chips radio pour un bit logique. En LoRa, c'est quelque chose qui est paramétrable. Ça va de 256 à 4096. D'accord ? Donc vous voyez que c'est vraiment un très gros facteur d'augmentation du débit binaire. Et en GPS, c'est même carrément 20 000. C'est-à-dire que pour un bit transmis, on en envoie en réalité 20 000 sur la voie radio. Alors ça peut paraître complètement idiot, mais vous allez voir qu'il y a une belle explication à tout ça. À la réception, eh ben comment est-ce qu'on fait ? En fait, le signal qui rentre, en fait, on va le faire rentrer dans des corrélateurs. L'un va devoir reconnaître si ce qui circule, ça ressemble à un 0, l'autre si ça ressemble à un 1. Et à partir de là, on va reconstituer, en fait, quelque part, les bits utiles à partir du signal électrique. Et on le fait à partir d'un corrélateur et non pas un comparateur, c'est-à-dire que la vraisemblance suffit. On ne cherche pas l'identité totale. D'accord ? Voilà. Eh bien, on va vous faire une jolie démonstration. On va juste vous montrer le spectre, ce à quoi ça ressemble. Alors, c'est pareil, ça va être un Wi-Fi qu'on a synthétisé, on va dire, à partir de notre générateur, de manière à ce qu'il soit constant. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait un signal, c'est une modulation équivalente à du Wi-Fi, mais c'est du 1 mégabit par seconde. On est toujours sur une fenêtre qui est équivalente à la bande du Wi-Fi de 45 gigas. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer à 20 mégabits par seconde. Et à 20 mégabits par seconde, on obtient, vous voyez, un spectre qui est beaucoup plus large. D'accord ? Et vous avez là, en fait, le spectre qu'on trouve en Wi-Fi, typiquement. Le GPS, ça ressemble à ça aussi. Vous avez en fait le spectre du Wi-Fi, c'est Wi-Fi, vous savez, dans un canal de 20 mégas, le canal le plus petit. Ça ressemble exactement à ça, d'accord ? Et donc, si vous avez un trou, eh ben, le trou va venir vous en amputer une partie, mais de toute façon, il reste quand même une bonne partie de la puissance qui arrive à circuler, d'accord ? Et votre communication n'est pas rompue. Tout au plus, vous allez avoir une perte de débit, mais qui n'est pas forcément gênante. C'est toujours mieux que de ne plus rien avoir du tout, d'accord ? C'est la technique qui est utilisée. Alors attention, c'est utilisé en Wi-Fi plutôt sur les débits faibles, d'accord ? On va trouver ça en 802.11 B et puis G. Voilà, c'est à peu près tout. Donc le Wi-Fi jusqu'aux alentours de 50, même pas 54 mégabits, je ne sais plus quel est le niveau entre 11 et 54, mais c'est par là. Après, il y a un changement de modulation pour celle qui est pour la suivante. D'accord ? Alors c'est facile à reconnaître quand on a un analyseur de spectre, ça fait des grosses cloches. Voilà. Alors, là où effectivement l'étalement de spectre devient un peu sioux, je vous l'ai expliqué il y a un instant, c'est que comme on remplace un bit utile par une séquence, au moment où je veux récupérer mes informations, je ne suis pas obligé de reconnaître exactement la séquence. Je peux me permettre que dans ma séquence, par exemple une séquence qui fait 20 chips, hein, puisque c'est le nom des bits radio en fait, d'accord, je peux me permettre d'avoir des erreurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'être capable de bien distinguer ce qui est un 1 utile d'un 0 utile. Après, que mon lien radio soit suffisamment fiable pour tout me transmettre à 100%, ça ne m'intéresse pas. À la limite, si la vraisemblance suffit, eh ben, tout va bien. Ça veut dire que quelque part, dans mon flux radio qui va rentrer, je suis capable d'admettre en réalité des erreurs. Alors vous comprenez bien qu'en Wi-Fi, où j'ai que 11 chips pour un bit utile, je ne peux pas tolérer beaucoup d'erreurs.
Mais en GPS, où j'en ai 20 000, là, par contre, je peux me permettre d'avoir beaucoup plus de bits en erreur. Et qu'est-ce que ça signifie en transmission numérique d'avoir des bits en erreur? Ça veut dire que tout simplement, dans ma transmission, je vais accepter d'avoir du bruit. D'accord? Du bruit de réception. Vous mettez votre autoradio entre deux stations, ça fait pfff, ben c'est ça. D'accord? Et en l'occurrence, ce dispositif, à partir du moment où vous cherchez seulement la vraisemblance et pas l'identité, eh ben vous êtes capable de détecter des signaux radio qui vont descendre en dessous du bruit. D'accord? Et donc ce système, là, l'étalement de spectre à séquence directe est un système qui permet d'augmenter la sensibilité des récepteurs. D'accord? Et à ce titre-là, c'est quelque chose qui est très puissant. Ça vous coûte en débit, hein, on est bien d'accord, puisque vous ne profitez pas de 100% du débit de la radio, mais par contre, ça donne des performances qui sont énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, un système comme LoRa, lorsqu'il est à l'étalement maximum, avec des séquences de 4096, il est capable de détecter des signaux qui sont 10 fois plus faibles que le bruit. C'est-à-dire que vous les regardez avec un instrument, ben vous ne les voyez pas. D'accord? Voilà. Deuxième aspect, d'accord, c'est ce qu'on appelle le CDMA. Le CDMA, en fait, c'est de se dire, ben, puisque je remplace un bit utile par une séquence, je ne suis peut-être pas obligé d'utiliser que 2 séquences. D'accord? Je peux peut-être me dire, bah tiens, je vais utiliser plus de séquences que 2. Et je vais peut-être coder de manière un peu plus complexe que seulement des 1 et des 0. D'accord? Alors, il y a une première solution, qui est de se dire, ben, au lieu d'envoyer bêtement des 1 et des 0, je vais peut-être envoyer des groupements de bits. Si j'envoie des groupes de 3, ben, je vais utiliser 8 séquences différentes. D'accord? L'essentiel, c'est à la réception de les reconnaître. Et le principe, le système sait parfaitement le faire. D'accord? Je peux aussi me dire, bah, j'ai 2 flux binaires, et chacun va avoir des séquences différentes, et du coup, je vais pouvoir les transmettre tous les deux en même temps. D'accord? C'est ce qui a été cité précédemment, qui s'appelle le MIMO, d'accord? Qui fonctionne comme ça. Donc, quelque part, on peut s'amuser à faire des combinaisons terribles. Et donc là, vous avez un bon exemple ici. Si je considère, on va dire, 4 émetteurs, le premier, il m'envoie une trame qu'on va appeler W, hein, un paquet radio quelconque, mais lui, il utilise une séquence qui est numéro 1, peu importe, une combinaison. D'accord? Un deuxième qui envoie une trame X avec une séquence numéro 2, qui est différente. D'accord? Un troisième, séquence 3, un quatrième, séquence 4. D'accord? Et j'envoie tout ça en même temps sur la même fréquence radio. Autant vous dire que quand on regarde avec un engin comme ça, c'est l'enfer. D'accord? À la réception, que fait mon récepteur? Il attrape tout le paquet, mais lui, il va chercher uniquement la vraisemblance avec la séquence 3. D'accord? Ce faisant, bah, il va reconstituer l'information Y, puisqu'il va trouver la vraisemblance, et puis les 3 autres, bah, il ne les connaît pas. D'accord? Il n'y a pas de reconstitution des informations, puisqu'il n'y a pas de vraisemblance dans les séquences. Et donc, à partir de signaux qui sont en réalité transmis sur la même fréquence et tous ensemble, d'accord, eh ben en fait, on arrive à reconstituer l'information. C'est ce que le Wi-Fi utilise quand il fait du MIMO, sur du 2x2, du 4x4, etc. Ça va à peu près jusqu'à 8, si je ne m'abuse. D'accord? Il faut savoir que c'est ce qu'utilise aussi 4G, 5G. D'accord? Et c'est ce qu'utilise le GPS. Parce que le GPS, il est capable de recevoir 30 satellites à la fois, tous sur la même fréquence. Comment il fait le distinguo? Eh ben parce que chaque satellite a ses propres séquences. D'accord? Et donc, à l'intérieur de votre récepteur satellite, de votre récepteur GPS, pardon, vous avez l'équivalent de 30 récepteurs côte à côte, chacun qui cherche la vraisemblance avec la séquence du satellite 1, ensuite du satellite 2, du satellite 3, etc. D'accord? Voilà. Donc, on a un système qui est extrêmement puissant, et d'où le fait qu'aujourd'hui, il est très largement utilisé, puisqu'il améliore fortement la robustesse des liens radio. Donc voilà, donc, pour clore sur l'étalement à séquence directe, bah vous voyez que voilà, on a un spectre qui est très large. Si jamais il y a un trou de transmission, eh bien, quelque part, on ne perd en fait qu'une partie du spectre et on est parfaitement capable de continuer à reconstituer les informations. Dernier système, bon ça c'est violent. C'était... Oh, ça c'est merveilleux ça. Ok, alors tac tac, on est à la fin. Donc c'est le multiplex par division de fréquence. Alors le principe, c'est de se dire, je veux faire un spectre très large. Bah, contrairement à mon Bluetooth où j'exploitais des fréquences successivement,
je vais les exploiter simultanément. D'accord ? Donc, on va créer un signal qui, en fait, agglomère un certain nombre de porteuses radio. Là, ce que vous voyez là, c'est la synthèse d'un signal Wi-Fi. Il y en a 60 et quelques, d'accord ? Voilà, c'est un Wi-Fi en canal 20 mégas. Donc, en fait, quelque part, le flux binaire que je veux transmettre, je vais le subdiviser. Et chacune des petites sous-porteuses que vous voyez là va transmettre une fraction du signal. D'accord ? Voilà. Donc, typiquement, je dirais que là, s'il y en a 60, je divise mon flux par 60. Telle sous-porteuse, premier paquet, deuxième sous-porteuse, deuxième paquet, et ainsi de suite. D'accord ? Si quelque part, je perds certaines sous-porteuses, ça veut dire qu'à l'arrivée, il va me manquer des paquets. Et bien, quelque part, on va demander au système, lors de la réponse, de renvoyer les paquets manquants. Et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a là quelque chose, en fait, qui est simultané. D'accord ? C'est vraiment des transmissions, comme si on avait, en l'occurrence ici, 64 sous-porteuses côte à côte. D'accord ? L'intérêt de ce système, c'est que vu du récepteur, le récepteur à l'intérieur, en fait, il va subdiviser le spectre par filtrage et traiter en parallèle chacune des 64 sous-porteuses. Ce qui veut dire que, en réalité, vu du récepteur, il va interpréter des signaux qui sont extrêmement étroits. Et je vous l'ai dit précédemment, quand les signaux sont très étroits, on peut avoir des très bonnes sensibilités de réception radio. D'accord ? Donc on est sur un spectre très large, mais son analyse, elle est faite en parallèle, ici sur 64 signaux, qui sont 64 signaux parallèles, et donc 64 signaux, bande étroite, d'accord ? Mais tous sont nécessaires pour recombiner le signal utile. Et là, évidemment, si on a un trou de transmission, vous voyez qu'on n'a perdu que quelques sous-porteuses, d'accord ? Et du coup, on est parfaitement capable quand même de continuer à assurer la communication. Certes, il y a une perte de débit, mais on a encore un système qui fonctionne. Voilà. Et donc, on va finir en vous montrant de l'OFDM. Yes. Je donne le G. Relis déjà en conduit. Relis en conduit. Ouais, que ce soit clair. Ok. Donc toujours la bande Wi-Fi, 80 MHz de large. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez... Alors en l'occurrence, on a poussé le vice, parce que quitte à faire une démo, autant que c'est de la gueule. Okay, on est sur un canal Wi-Fi 40 mégas, il y a 123 sous-porteuses. D'accord ? Voilà, qui sont toutes générées simultanément. Alors pour que ce soit lisible, elles sont non modulées, parce que si on les module, ça fait un gros nuage et on n'y voit plus rien. D'accord ? Tu peux réduire le span ? Voilà, pour montrer qu'on n'est pas des menteurs. Hein. Les petits motifs qu'on voit, c'est uniquement une aberration d'affichage de l'instrument. En réalité, vous allez voir, il y a bien, vas-y. Voilà, il y a bien des sous-porteuses côte à côte, elles sont bien toutes là, d'accord ? Et en l'occurrence, là, il y en a 123, d'accord ? Alors, pour le grand malheur de Rode et Schwartz, on n'a qu'un seul générateur, on n'a pas besoin d'en avoir 123, ce qui est quand même pas mal, d'accord ? Voilà, donc 123, c'est ce qu'on appelle de l'OFDM. Voilà, alors je rappelle que c'est modulé, hein. Là c'est non modulé pour que ce soit visuel, mais en réalité il y a de la modulation. L'énorme intérêt pour un Gugus qui fait de la radio comme nous, c'est que, vous avez vu, on a une modulation qui est quasiment, enfin on a un spectre qui est quasiment rectangulaire, et ça quand on fait de la canalisation, c'est 100% bonheur. Alors, ce d'autant que les sous-porteuses, elles sont faiblement modulées puisqu'elles sont tellement proches les unes des autres. Et ça, quand vous regardez l'analyseur de spectre du Wi-Fi, on sait tout de suite voir quand il se met à faire ça parce que les spectres deviennent rectangulaires, tout simplement. Juste pour pousser à l'extrême, alors Joss, lui, connaît la valeur, moi, j'arrive pas à la retenir. Aujourd'hui, vous avez de la modulation FM numérique. Alors, c'est pas de la modulation FM, c'est de la modulation numérique diffusion qui va à terme remplacer la FM. C'est le DAB que vous pouvez recevoir maintenant dans vos voitures. Et dans le DAB, il y a voilà, 1536 porteuses de 1 kHz. D'accord ? Voilà. Donc, autant vous dire que voilà, 1536 porteuses. D'accord ? Alors, pourquoi ? On est beaucoup plus bas en fréquence, ces problématiques de trous, etc. sont moins présentes, sauf qu'on se déplace avec un véhicule. D'accord ? Et donc, quelque part, on est que susceptible de passer beaucoup plus vite d'une zone de réception difficile à une autre. Donc sur les 1536 porteuses, je suis incapable de vous dire combien est-ce qu'il faut en recevoir pour que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'on va vous montrer maintenant. Okay ? Alors là, maintenant, l'OFDM qu'on va faire, parce que c'est très visuel, on va la transmettre non pas directement entre le générateur, mais on va la transmettre entre les deux antennes. D'accord ? Et donc, vous allez voir ce qui se passe quand on commence un petit peu à chahuter le spectre. D'accord ?
remonte le niveau peut-être. Voilà, regardez là, regardez le beau trou qu'il y a là, d'accord? Voilà là. Très bon exemple. Vous voyez? Regardez les trous. On voit très bien les trous qui passent, d'accord? Voilà, donc quand on se déplace, etc. Donc ça, l'OFDM, eh ben, c'est le Wi-Fi au-delà d'à peu près 30 mégabits par seconde. C'est la 4G, c'est la 5G, etc. D'accord? Voilà. Vous voyez que ça chahute, hein, d'accord? Voilà. Et donc, nous en avons terminé là, avec nos spectres et nos merveilles. Voilà.